se connecte, ça arrive. Et nous sommes normalement en direct. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Si vous nous entendez, n'hésitez pas à le confirmer dans le chat pour qu'on vérifie que tout fonctionne bien avant de lancer le webinaire. Mais normalement, connexion en cours, parfait. Je vois qu'il y a quelques commentaires. Tout le monde continue à arriver. Si vous en êtes d'accord, on attend 1 ou 2 petites minutes, juste le temps de laisser tout le monde entrer, parce que on voit que ça défile dans le chat. Bonjour à tous, le son fonctionne bien, c'est parfait. Bah, écoutez, c'est formidable. On va pouvoir démarrer dans une petite minute. Bienvenue à tous, merci de votre présence. Tous nos intervenants sont en scène également. Vous les voyez normalement et vous nous entendez tous. Tout est OK. Alors, Grégory, Étienne, si le son ne fonctionne pas, ça doit être de votre côté, puisque le son fonctionne pour la plupart des participants. Vérifiez votre connexion et votre son. Je vois qu'il y en a quelques-uns qui ont des soucis de son. Ah, pas de son, pas d'image, c'est normal. On a déjà une centaine de personnes inscrites, enfin, connectées, pardon. Alors, on va… Oui, rafraîchissez la page. Merci de rafraîchir. Je fais en live les petits ajustements pour les personnes qui ont des difficultés. Et puis comme Et ça, on va quelqu'un dans pouvoir le lancer. chat précise qu'il faut activer sur l'écran la visio. C'est comme ça qu'il a réussi a priori à débloquer. Hervé indiquait ça. Sur l'écran de la visio. Recharger la page, le son reviendra. Oui, en fait, il faut, voilà, c'est bon, accès OK. Et ça doit être le même sujet. Moi, j'ai la même chose en fait sur mon téléphone, effectivement. Donc, j'actualise aussi sur mon téléphone, je recharge. Et je l'ai effectivement. Eh bien, écoutez, je vous propose de démarrer. Je vois que les invités continuent à arriver. Donc, je vous laisse démarrer et puis nous y allons. Activez le son, donc, vous avez vu, pour ceux et celles d'entre vous qui ont un petit souci, il y a plein de propositions dans le chat. Le son revient, vous pouvez activer le son. On a même Catherine de Neuchâtel. Eh bien, écoutez, je vous propose de démarrer. Il est 11h33. Bonjour à tous. Déjà, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce séminaire, ce premier webinaire Senior for Good, donc en direct, et vous allez le voir en très bonne compagnie. Donc, sur un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, qui est celui de l'expérience. C'est vrai qu'on a souvent tendance à réduire l'expérience à un nombre d'années, à confondre l'expérience avec l'âge. Mais vous allez voir qu'on va changer de regard parce que chez Senior for Good, eh bien, on est convaincu que l'expérience, c'est un territoire qui doit encore être mieux exploré parce que c'est une ressource stratégique pour nos entreprises. Donc, on ne va pas vous faire un cours magistral, mais on va vous proposer d'explorer ensemble avec cet équipage d'invités, experts, engagés, ce que signifie en fait vraiment valoriser son parcours quand on est senior. Alors, on est en direct live, vous pouvez poser toutes vos questions et commenter bien sûr dans le chat, réagir en live. On prendra un court temps à la fin des échanges pour répondre à vos questions et puis nos intervenants peut-être aussi y répondront au fil du webinaire. Et puis bien sûr, il y aura, si tout va bien techniquement, un replay après le webinaire. Bienvenue à bord, embarquement immédiat. Je voulais vous présenter donc notre équipage du jour. Tout d'abord, quand même, un petit mot sur Senior for Good, si vous le voulez bien. Qui sommes-nous pour ceux qui ne nous connaissent pas encore? Senior for Good, c'est une association, loi 1901, qui est née en 2022 d'une mauvaise expérience que j'ai eue lors d'un process de recrutement, expérience pendant laquelle j'ai rencontré en fait la discrimination par l'âge. Et donc, nous avons créé à quelques-uns cette association pour porter une voix qui manquait, qui était la voix des actifs expérimentés, des actifs de plus de 45 ans, de celles et ceux qu'on appelle les seniors dans le monde du travail, mais en fait de porter une voix positive, dynamique, qui vraiment écrase les stéréotypes de l'agisme. Notre association, elle a deux objectifs majeurs.
c'est d'abord l'objectif de porter cette voix dans les médias, sur la place publique, auprès des institutionnels. Et on est content parce que ça commence à bouger, en tout cas du côté du ministère du Travail. Et puis le deuxième objectif, c'est de créer une communauté d'entraide et de soutien et que les adhérents puissent effectivement échanger aussi entre eux sur leurs expériences. Nous avons pas mal avancé depuis 3 ans. On a avancé sur ce chemin depuis la création de l'entreprise et donc on a contribué à notre petite mesure à mettre cet enjeu de la seniorité sur la table des politiques, des institutionnels, des entreprises. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est une association qui n'est pas parisienne, qui rassemble des adhérents dans toute la France et beaucoup de sympathisants aussi, par exemple sur LinkedIn où on a près de 12 000 sympathisants. Notre manifeste est sorti fin 2024. On essaie de le mettre en lumière. Et cette année, eh bien, ce webinaire fait partie de nos objectifs qui sont d'apporter davantage d'utilité encore, à la fois à nos adhérents, mais aussi à tous les expérimentés qui en ont besoin. Avant de vous présenter rapidement nos intervenants du jour, je voulais quand même remercier l'équipe d'adhérents bénévoles, sans qui ce projet n'aurait pas pu voir le jour, les membres de l'équipage. Estelle Rose, qui a conçu le déroulé de notre thématique. Bénédicte Convent, qui nous a apporté son expertise digitale pour choisir et configurer l'outil professionnel qu'on utilise ce matin pour la première fois, et tous les membres du groupe, administration du réseau, Frédéric Prévost, Sébastien Éloire, Isabelle Guillermin, Patrick Audy. Encore une fois, on est un mouvement citoyen, c'est le vôtre, et on peut mettre en place des actions seulement si certains d'entre vous se mobilisent. Je souhaite la bienvenue maintenant à nos intervenants, nos invités explorateurs et experts. Alexandrine, d'abord, Alexandrine Gros. Alexandrine, tu es responsable des centres APEC Centre Loire. Bienvenue, merci d'avoir accepté de participer à cette expédition. Peut-être souhaites-tu partager en quelques mots, quelques précisions sur les centres que tu pilotes? Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, Alexandrine Grosse, responsable de centre en Pays de la Loire. On est tout à l'ouest et donc on intervient effectivement dans les différents départements 44, 85, 72, 49 et 53. Et donc sur l'intégralité de ce territoire, nous avons des centres pour pouvoir accueillir des cadres expérimentés ou moins dans toutes les étapes de leur vie professionnelle. Et ravie d'être avec vous pour ce webinaire. Merci Alexandrine. Ensuite, nous avons Malvina Prévost. Malvina, tu es un peu l'Indiana Jones du recrutement aujourd'hui, puisque tu es une recruteuse de talents de tous âges et aussi une coach carrière. Est-ce que c'est bien ça? Tout à fait. Bonjour. Bonjour Frédéric. Bonjour tout le monde. Ravie d'être parmi vous parce que tu sais, Frédéric, que c'est un sujet qui me tient à cœur, l'employabilité des seniors. J'en parle souvent. Moi, effectivement, ça fait 9 ans que je suis indépendante. J'ai une double casquette. Je recrute pour les sociétés sur 3 verticales majeures qui sont le marketing, les médias et le digital. Et effectivement, l'autre casquette, c'est d'accompagner les profils en recherche de leur prochaine étape professionnelle, qu'ils soient en recherche active ou en poste. Et je passe la parole, merci Malvina, donc à notre grand témoin ce matin, qui est Sébastien Éloire. Sébastien, tu es adhérent, bénévole actif de Senior for Good, et tu vas nous partager ton vécu, puisque tu as été récemment, je crois, en position de chercheur d'emploi. Et est-ce que tu peux peut-être nous préciser en quelques mots qui tu es et oui, ce dont tu vas nous parler? Oui, effectivement, Frédéric. Donc moi, j'ai 56 ans. Je suis senior. Je m'en étais pas rendu compte, un peu comme toi. Et l'année dernière, en juillet, ça a été un peu la douche froide, ça c'est clair, parce que je ne m'attendais pas à ça et je me disais, tiens, tout le monde va m'attendre avec mon expérience. Pas du tout. Et c'est là où j'ai commencé à regarder et je suis tombé sur Senior for Good. Je trouve que c'est une excellente idée et ce que fait l'association pour valoriser les expérimentés. Moi, j'aime pas senior, mais bon, ça, c'est pas nouveau. J'aime bien expérimenter. Voilà. Par contre, ça nécessite effectivement, nous, seniors, de réfléchir à qui on est, ce qu'on veut mettre en avant. Et je pense que ce webinaire va nous apporter et apporter, j'espère, aux gens qui le regardent un certain nombre d'informations, parce que c'est du vécu. Merci Sébastien. Écoutez, il n'y a plus qu'à, c'est parti. Donc effectivement, comme on le disait, l'expérience, c'est un territoire qui est encore trop peu exploré finalement, tant à l'embauche que dans l'entreprise, où parfois l'expérience n'est pas reconnue suffisamment comme un capital. On a cette conviction partagée qui est qu'on ne vend pas un âge, on valorise un parcours, mais pour ça, il faut déjà éviter les pièges de la dépréciation finalement de cette expérience. Comment on va faire de l'expérience une arme contre les stéréotypes de l'agisme? Vous avez trop d'expérience pour le poste, vous allez vous ennuyer,
vous avez beaucoup d'expérience, alors vous coûtez trop cher. Bah non, on a vraiment ce besoin impératif aujourd'hui de revaloriser l'expérience professionnelle des seniors, pas comme un simple cumul d'années, mais comme un capital en fait, riche, stratégique, différenciant. Je vous propose en fait de partir pour notre expédition en première étape, d'aller explorer le territoire, c'est-à-dire le terrain de jeu. Le terrain de jeu, finalement, c'est l'entreprise. Et on va aller regarder un petit peu avec nos experts ce qui se passe dans l'entreprise sur ce champ de l'expérience. Malvina, j'ai envie de te demander, toi en tant qu'experte recruteuse pour les entreprises, quelle est ta vision justement de l'expérience comme valeur ajoutée? Tu vois, quelle définition en fait on pourrait donner de l'expérience en fait quand on se met du point de vue de l'entreprise? Alors déjà, je rebondis sur ce que tu disais juste avant, Frédéric. Effectivement, l'expérience, c'est ni un âge, ni un chiffre, ni voilà, j'ai 20 ans d'expérience. Ça, c'est pas un argument pour une entreprise. Ça n'apporte pas suffisamment de valeur. Donc effectivement, ça n'est pas ça. Ça n'est pas ni un statut, ni un titre. L'expérience, c'est le cumul déjà de toutes vos expériences que vous avez pu avoir tout au long de votre carrière. Et le « et » est fondamental, et c'est associé à vos compétences, c'est associé à ce que vous avez pu impulser, transformer, mettre en place, développer. Et au-delà de ça, c'est aussi ce que vous avez pu apprendre. C'est tout l'apprentissage que vous avez eu tout au long de votre carrière. Et en plus de ça, c'est également les défis que vous avez pu relever, les enjeux sur lesquels vous êtes intervenu, votre degré de responsabilité, les problèmes que vous avez pu résoudre. Pour moi, c'est tout ça, l'expérience, en fait. Elle est multifactorielle, elle est multipotentielle et elle est assez large. Et Alexandrine, à la PEC, en fait, quel regard vous portez justement sur cette expérience? Je crois que vous avez réalisé un certain nombre d'études aussi sur des sujets autour de ça. Oui, oui, tout à fait. Et je ne peux que rejoindre les propos de Malvina. Effectivement, l'expérience, elle est riche si ce n'est pas une liste de points sur un CV, parce qu'elle repose à la fois sur de l'expertise technique et une capacité aussi à anticiper, à mieux réagir et à capitaliser finalement sur ces différentes expériences, sur notre vécu. Et beaucoup de nos études, effectivement, mettent en avant que les entreprises, et notamment les recruteurs et les recruteuses, et d'autant plus dans des contextes complexes, vont être à la recherche de cette capacité à réagir, dans cette capacité à gérer des situations complexes. Et plus on a un vécu riche et varié, et plus on va être à même, effectivement, à gérer des situations complexes, parce que soit on y a déjà été confronté, ou en tout cas, on va avoir des réflexes plus aguerris, effectivement, quand on a un petit peu de vécu professionnel. Donc, c'est une vraie richesse, une vraie qualité, effectivement, qui va être recherchée par les recruteurs et recruteuses. Et est-ce qu'elle est vraiment attendue, cette expérience, dans les entreprises et chez les recruteurs, Alexandrine ou Malvina? Ouais, Est-ce que peut-être vous juste sentez quand vraiment ça? Ouais. peut-être un chiffre suite à une étude qu'on avait réalisée, alors qui date effectivement de 2022. 96% des recruteurs indiquaient que l'expérience était l'un des premiers critères de choix dans les profils recherchés. D'accord. Donc là, on est loin des stéréotypes de l'agisme. En tout cas, quand Alors, on parle d'expérience. Ouais. On ne parle pas forcément de profil senior et d'âge. Et c'est tout l'enjeu. C'est ce qu'on disait avec Malvina, de comment présenter justement son parcours en richesse, plus qu'en liste d'expérience. Oui, tout à fait. Malvina? Sur les propos d'Alexandrine et les tiens aussi, Frédéric. Est-ce que l'expérience en tant que telle est attendue? C'est pas forcément l'expérience, encore une fois, c'est ce qu'on peut apporter qui est attendu, en fait. Effectivement, là, en plus, en ce moment, on est dans un contexte un petit peu particulier, tendu, notamment en France, avec beaucoup d'incertitudes. Donc, ce qui va être attendu, c'est la vision qu'on peut apporter, c'est l'anticipation qu'on peut amener, c'est les enjeux qu'on peut relever. C'est ça qui est attendu. L'expérience en tant que telle, moins, en fait. Enfin, après, ça peut être lié, mais il faut prouver, en fait, son expérience et faire attention à la généralité et aux raccourcis qu'on peut faire. C'est-à-dire que dire « je suis senior, donc je suis », ça n'a pas grand sens.
C'est comme dire je suis senior, donc je sais transmettre. Et bien, pas forcément. Je suis senior, donc j'ai une prise de recul. Pas forcément non plus. C'est comme dire tous les jeunes sont dynamiques. Ben, pas forcément non plus. Donc, attention à cette généralité, il faut pouvoir prouver ce qu'on avance. Oui, donc la démonstration, on en parlera quand on ira voir un petit peu nos pépites cachées de l'expérience, mais la démonstration finalement de ce vécu et de cette expérience. Je vois dans le chat, je ne sais pas si vous avez, Alexandrine, Malvina, des retours à faire. Je vois dans le chat soit des personnes qui nous partagent, qui nous témoignent qu'on leur a parfois dit qu'elles avaient trop d'expérience, qu'elles pouvaient faire peur du coup à des recruteurs ou à des dirigeants. Et puis également une personne, Laurence, qui nous dit même qu'elle a enlevé une expérience de 9 ans de son CV pour pouvoir obtenir des entretiens. Est-ce que ça résonne quand même, ça, dans vos vécus, en fait, que ce soit à l'APEC ou dans le cadre des recrutements que tu mènes, Malvina? Alors effectivement, ça dépend comment la personne aborde son parcours et comment elle présente l'information, notamment, on en parlera tout à l'heure, mais il y a une manière de présenter l'info et sur le CV, sur son profil LinkedIn et à l'oral, pour rassurer effectivement le recruteur et orienter son discours. Maintenant, oui, il y a beaucoup de préjugés, on ne va pas se mentir. Il y a énormément d'idées préconçues sur les personnes et en recrutement à partir de 45 ans, ce qui est quand même assez dingue. Parce qu'à partir de 45 ans, on est considéré comme senior dans le recrutement. Or, on n'est qu'à la moitié de sa carrière puisqu'on a potentiellement encore 20 ans à travailler. C'est ça qui est juste assez hallucinant. Mais il faut avoir ça en tête. Oui, il y a des préjugés. Oui, il y a des choses qui bougent. Tu disais tout à l'heure, il y a des choses qui ont été mises en place, notamment par le gouvernement. Et là, je crois qu'ils vont lancer aussi une grande campagne. Ça bouge, mais ça bouge lentement et ça ne bouge pas assez vite. Les mentalités, il y a de plus dur à faire évoluer. Donc, on ne va pas changer les choses du jour au lendemain. Maintenant, l'idée, c'est de voir comment, avec l'existant, on peut se présenter au mieux. Oui, tout à fait. Il y a une question sur les robots lecteurs de CV. Peut-être on va en parler dans la deuxième partie de nos échanges. J'avais envie de poser la question quand même à notre grand témoin, à Sébastien, puisque Sébastien, donc tu as été toi en situation de recherche d'emploi, tu as trouvé un poste puisque là tu nous parles de ton bureau. Exactement. Quel vécu, quel a été ton vécu en fait par rapport à cette notion d'expérience? Alors effectivement, j'ai malheureusement ou heureusement beaucoup d'expériences et d'expériences très variées. Et en fin de compte, ce qu'il a fallu trouver, c'était un peu le fil conducteur de mon expérience, puisque j'ai travaillé à la fois dans la location de véhicules, mais aussi dans le chariot élévateur. J'étais à mon compte, j'ai géré un constructeur de matériel forestier. Et il fallait trouver le fil conducteur de tout ça et ce que ça pouvait apporter à un futur employeur. Donc, pour ce faire, je me suis fait aider parce que mon premier CV, j'ai bien rigolé. Et ma femme aussi, elle m'a dit, mais c'est quoi ce truc-là? J'ai fait un CV comme la première fois que je cherchais un job, il y a un peu plus de 20 ans. Donc, ça ressemblait à rien parce que le CV a beaucoup évolué. Et j'ai réfléchi, j'ai essayé de prendre du recul et je me suis fait aider par une association, puisque je suis ancien dirigeant d'entreprise, qui s'appelle 60 000 rebonds, et d'ailleurs que je remercie. Et avec des séances de coaching, on a réfléchi ensemble à savoir comment, avec François Jamet, comment on pouvait retravailler et puis aussi travailler la posture. Et parce que ce que tu disais, Malvina, c'est vrai, ça nous paraît, nous, tellement évident avec notre expérience que oui, on transmet, oui, on anticipe, oui, on a déjà vécu certaines choses et on a des réflexes. Et je le vois là depuis 3 mois que je suis en poste, c'est vrai que j'ai des automatismes. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de me poser des questions sur certains sujets. Sur d'autres, oui, j'en ai. Et c'est très bien parce que de toute façon, à tout âge, on apprend. Et c'est tant mieux. Mais voilà. Et donc, l'objectif, c'était de trouver vraiment le fil conducteur. Et chez moi, c'était la capacité à faire le lien entre les enjeux technologiques et puis les enjeux humains. Voilà. Et à faire comprendre les choses, à les rendre intelligibles. Donc ce travail finalement aussi sur soi dont on va en parler assez vite. Peut-être je me permets de répondre à une ou deux questions du chat quand même au fil de nos échanges parce qu'il y a énormément de questions. Une personne se demandait pourquoi finalement il y avait un écart par exemple avec le taux d'emploi en Allemagne.
Il faut savoir qu'il y a plusieurs réponses à cela, hein. Il y a une première réponse qui est bien sûr qu'en Allemagne, l'âge de la retraite est plus tardif qu'en France, hein. On a gardé beaucoup plus longtemps un âge de retraite plus tôt, et donc forcément, de façon assez automatique, en fait, il y a moins de seniors en poste. Il faut savoir aussi quand, par exemple, en Allemagne, il y a également un phénomène d'agisme, un phénomène de préjugés liés à l'âge tout de même. Donc, ils y travaillent également. Et en fait, les pays dans lesquels il y a moins de stéréotypes et moins de biais liés à cette discrimination sont des pays dans lesquels les politiques publiques de l'emploi ont beaucoup travaillé en fait à la lutte contre ces stéréotypes. Et pour cela, on peut saluer l'initiative en cours de la ministre du Travail de lancer une grande campagne de communication contre ces stéréotypes, parce que en fait, on voit bien dans les pays nordiques notamment, où il y a beaucoup moins ce sujet-là et des très forts taux d'emploi des plus de 45, plus de 50 ans, il y a eu beaucoup de campagnes de communication, de lutte, puisque l'agisme est malheureusement une discrimination mondiale qu'on retrouve dans tous les pays du monde. Alors, nous allons continuer notre expédition. Donc, on a bien compris déjà que finalement, cette expérience, c'est une ressource assez plurielle, qui est assez stratégique, sur laquelle les entreprises nous disent, en tout cas à l'APEC, qu'elles souhaitent capitaliser, hein, puisque 96% des recruteurs confirment que l'expérience est un critère de choix. Donc, je vous propose de regarder maintenant avec nos experts, hein, la deuxième étape en fait de notre parcours, qui est en fait de révéler les pépites cachées de l'expérience, c'est-à-dire comment vous pouvez-vous, en tant qu'expérimenté, mieux identifier, mieux formuler la valeur différenciante en fait de votre parcours. Et pour cela, je vais à nouveau me tourner vers nos experts. Et donc peut-être Malvina, tu peux peut-être déjà nous dire, toi, en tant que recruteuse, comment en fait tu conseilles en fait aux candidats que tu vois peut-être de travailler leur expérience pour en faire un vrai avantage concurrentiel quand ils sont face à toi ou face à tes clients. C'est vrai que quand on commence à avoir une expérience assez dense, assez riche, ce n'est pas forcément évident de faire une introspection et d'avoir du recul sur sa propre expérience, qu'on a fait tellement de choses que parfois on ne se rend même plus compte de ce qu'on a pu faire. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une vision globale et de prendre ce temps d'introspection, il est vraiment important. Je trouve que parfois les gens se jettent dans la recherche d'emploi avant de prendre ce moment sur soi pour balayer l'ensemble de son parcours, et ce moment est vraiment important. Ça, c'est la première chose, d'identifier ce qu'on a fait concrètement, en contextualisant les choses, en partant du point de départ, de pourquoi on nous a embauchés, et qu'est-ce qu'on attendait de nous, et qu'est-ce qu'on a pu apporter pour faire une photographie de l'avant-après. Ça, c'est à mon sens hyper important. Donc, qu'est-ce que j'ai fait concrètement? Quels outils j'ai utilisés? Quelles méthodes j'ai mis en place? Quelles technologies j'ai utilisées? Quels problèmes j'ai résolus? Et quels résultats j'ai obtenus. Ça, il faut vraiment réussir à le décortiquer. Ensuite, il faut faire le tri et hiérarchiser ces expériences au regard du poste qu'on vise. Effectivement, on ne va pas tout mettre en avant, il va falloir trier, il va falloir faire des choix selon les postes auxquels on souhaite postuler. Donc ça, c'est hyper important, et de savoir ce qu'on est capable de transposer aussi à l'entreprise, et de faire attention à une chose, c'est qu'on ne peut pas dupliquer, on va adapter. Parce qu'on sera dans un nouvel environnement, une nouvelle structure, une nouvelle organisation, avec des nouvelles personnes, des nouveaux enjeux. Il y a des changements entre ce qu'on a fait et ce qu'on va faire. Et donc ça, c'est important de faire cet exercice de translation. Et je voyais, alors je remonte un petit peu dans le chat, ça descend tellement vite, il y a tellement de commentaires que je n'arrive pas à garder le suivi de mes questions, parce qu'une personne effectivement disait qu'en fait il fallait avoir les codes du moment en fait pour les CV, c'est-à-dire les tester par rapport au système informatique, aux outils, etc. Est-ce que tu penses qu'effectivement il y a des choses qu'il faut absolument avoir en tête et qu'il faut en permanence moderniser au fur et à mesure que ChatGPT analyse nos CV? Il y a des choses qu'il faut avoir en tête. Après, il y a beaucoup de choses fausses qui circulent sur les ATS. Mais ceci dit, il faut penser à avoir effectivement un CV clair, concis. Concis, ça veut
En tout cas, pour moi, pour ma part, ça ne veut pas forcément dire une page quand on est expérimenté, parce que je trouve que parfois, on essaye de faire entrer des informations au chausse-pied, c'est au détriment de la valeur du CV. Donc, moi, je ne suis pas pour une page à tout prix. Je pense que ça dépend du parcours de tout un chacun. Quelqu'un qui aurait fait 20 ans dans la même entreprise peut potentiellement avoir un CV d'une page. Quelqu'un qui aurait changé 6 à 8 fois d'entreprise, ça peut commencer à devenir compliqué si on veut appliquer la méthode STAR. Donc, situation, tâche, action, résultat. Donc, il faut avoir en tout cas cette structure au niveau du CV pour présenter l'information. Il faut penser effectivement aux mots-clés qui vont être recherchés notamment par les robots, mais pas que, par le recruteur lui-même. Donc, bien analyser chacune des fiches de poste qu'on a sous les yeux et identifier les mots-clés qui ressortent et se demander effectivement comment on peut les mettre en lumière sur ces outils de candidature. Ça, c'est primordial. Et éviter les mises en page trop complexes et les mises en page qui bougent, c'est-à-dire les formats Word, les formats PowerPoint. Il faut absolument transformer son CV en PDF pour figer la mise en page. Ça, c'est essentiel pour éviter d'avoir tout qui bouge. Et éviter les images qui empêcheraient l'extraction de texte, parce que les ATS, c'est les robots qui scannent notamment les CV, ont des difficultés dès qu'il y a une image. Ils vont rencontrer en fait une barrière et ne vont pas réussir à extraire le texte. Donc, les étoiles, les curseurs, les histogrammes, les trucs comme ça sur les CV, on évite. On met du texte. Et si donc, finalement, on revient à quelque chose de plus classique, finalement. Alors, pas forcément classique, mais pas trop compliqué, on va dire. Oui. On peut avoir une mise en forme sympa. La mise en page doit être au service du contenu et pas l'inverse. Mais il faut faire attention à ne pas multiplier les styles de police, à ne pas faire du gras, de l'italique, à pas avoir des styles de police, des caractères de police, des typos trop compliqués. Il faut qu'elles soient lisibles. Et quand on met des logos, il faut que les logos soient après le texte et pas avant. D'accord, d'accord. Cyril nous demande si tu peux repréciser la méthode STAR. Je vois que Sophie nous le met. Situation, tâche, action, résultat. Alors, c'est pour contextualiser, il faut mettre la situation et la tâche, ce que moi j'appelle le périmètre, le contexte du poste. Pourquoi on vous a embauché? Qu'est-ce qu'on attendait de vous? Quel était l'objectif du poste? Quelles étaient votre responsabilité? De qui vous dépendiez? Quel était votre budget? Voilà, ça c'est le contexte. Donc ça, c'est situation et tâche. Ensuite, les actions, c'est ce que vous avez mis en œuvre, c'est ce que vous avez développé, c'est ce que vous avez fait avec quelle action, quelle méthodologie, comment vous avez mis les choses en place. Et c'est le comment qui importe sur un CV. C'est ça qui fera la différence entre deux profils. Et ensuite, les résultats, c'est les résultats quali et quanti que vous avez obtenus. D'accord, d'accord. Alexandrine, côté APEC, alors comment vous accompagnez, enfin comment vous proposez de valoriser en fait l'expérience comme avantage concurrentiel, et puis comment éviter peut-être aussi que ce soit un piège en fait cette expérience, parce que parfois c'est pas un piège d'avoir trop d'années d'expérience, on l'entend assez en entretien qu'on a trop d'expérience. Oui, complètement. Alors peut-être juste avant de répondre à cette question, Frédéric, j'acquiesçais sur les propos effectivement de Madina par rapport au CV. Et j'ai vu quelqu'un le mettait dans le chat. Effectivement, c'est aussi important de bien adapter le CV à chaque candidature pour parler le même langage que l'entreprise, que le recruteur ou la recruteuse. Ça, c'est effectivement quelque chose d'important. Et pour répondre à ta question, Frédéric, par rapport à l'originalité, nous, souvent, ce qu'on conseille, c'est d'avoir un CV un peu standard qu'on va mettre sur les CV tech qui va passer les ATS et qui peut être visible par tous et qui va parler assez facilement et se permettre effectivement des CV plus personnalisés quand on sait qu'on va envoyer sa candidature en direct à une personne, puisque cette candidature pourra être effectivement traitée différemment. Et je voyais Hervé qui indiquait dans le chat aussi d'éviter les tableaux et les colonnes. Effectivement, souvent les ATS n'aiment pas trop ça. Donc le fond est important, mais la forme aussi pour effectivement passer ces contraintes techniques. Et par rapport à ça, si effectivement vous avez été cadre une fois dans votre vie, vous pouvez bénéficier d'un service d'accompagnement de l'APEC pour lequel effectivement on peut vous conseiller aussi sur la réalisation de votre CV. Et c'est bien évidemment un accès qui est accessible gratuitement. Et ça fait lien avec la première question, Frédéric. Et Sébastien l'a évoqué tout à l'heure, quand on est dans cette phase effectivement alors même on pourrait questionner le terme de recherche d'emploi. Certains parlent plutôt d'opportunité. Le verbatim des fois effectivement peut être important.
c'est vrai que de réussir à faire une pause et à rentrer en introspection, Malvina le disait aussi au début de son propos, c'est effectivement important de regarder le passé, de pouvoir en ressortir l'essence, ce qui va faire sens dans son prochain parcours professionnel. Quels éléments j'ai envie de mettre à disposition d'une entreprise, quels sont mes éléments de différenciation par rapport à toutes les autres candidatures qu'une entreprise va recevoir. Et souvent, quand on parle de soi, c'est très compliqué de réussir à prendre ce recul et on va se dire, par exemple, tiens, oui, j'étais manager, oui, je gérais des gens, qu'est-ce que je faisais d'autre, je sais pas trop. Et en fait, c'est toujours un petit peu compliqué et de se faire accompagner par des professionnels de l'accompagnement. Il existe plein de structures en fonction de son parcours et de ses différentes expériences. Et ça, c'est aussi très riche parce que souvent, des personnes extérieures se rendent plus compte de nos qualités, de nos éléments de différenciation, parce que c'est aussi ça. Alors, en fonction des tensions et des postes, un recruteur ou une recruteuse peut recevoir un nombre plus ou moins important de candidatures. Et l'idée, c'est de montrer, de mettre en avant son élément de différenciation, justement pour prouver que ce poste, il est fait pour nous, parce que, voilà, on a tel ou tel point. Et des fois, c'est sur justement un ou deux aspects que la différence peut se jouer. Mais l'accompagnement, effectivement, par une personne externe peut être très riche. Et je voyais que dans le chat, certains le marquaient qu'ils avaient été accompagnés et que ça avait été très profitable pour eux. Ouais, je vais en profiter pour rebondir, Malvina et Alexandrine, parce qu'effectivement, il y a des choses, avec le temps, on le fait de manière instinctive et on réfléchit plus et on voit plus ça comme un avantage. Ça fait partie de nous, c'est normal, c'est logique et on se pose plus la question. Voilà, moi j'ai fait plein de choses, du management, de la gestion de projet. J'ai été key user SAP. Et la gestion de base de données, ça fait partie, ou de la data, ça fait partie de ce que je sais faire. Et je ne me posais pas la question. Et là, je m'aperçois que dans ce que l'entreprise attend de moi, je vais mettre en place une GMAO. Et en fin de compte, c'est super intéressant parce que je suis de nouveau key user. Alors, le logiciel n'est pas le même, mais la méthodologie va rester la même. Et voilà, mais je n'avais pas forcément la conscience que c'était un plus. Voilà, c'était normal. Mais ce qui est normal pour nous n'est pas pour le recruteur. Et il faut essayer de le mettre en avant. Et c'est vrai, Alexandrine, je te rejoins. Le fait d'avoir un regard extérieur, déjà, ça va te pousser dans tes retranchements. Parce que, bon, je sais que moi, François, de 60 000 rebonds, il n'a pas toujours été très cool. Mais au final, c'était très bien parce que ça m'a secoué un peu et ça m'a obligé à réfléchir différemment et à me dire qu'est-ce que j'ai comme élément différenciant et qu'est-ce que je peux mettre en avant. Donc, c'est super. Voilà. Il y a ce sujet d'introspection, finalement, de travail aussi sur soi, sur la clarification de sa valeur singulière, comme je dis parfois, hein, ce que j'avais appelé la PPVU. D'ailleurs, ça vient de Florian Pition-Rossillon, qui ne doit pas être loin là dans le webinaire, la proposition unique de valeur. Ce qui fait qu'effectivement, on va avoir cette singularité en fait à valoriser. Il y a pas mal quand même de commentaires dans le chat, alors qui sont malheureusement des commentaires que je suis toujours attristée de voir, mais que j'entends très souvent, de personnes qui disent j'ai tout fait comme il faut, mais je n'ai pas d'entretien, ou j'allais dire presque pire encore, j'ai des entretiens, je fais les process de recrutement, je suis shortlistée. Et à la fin, on me préfère toujours quelqu'un de plus jeune. Finalement, quels sont les principaux préjugés, on va dire quelles sont les principales objections, et donc en réalité stéréotypes et préjugés qu'on a à combattre aujourd'hui, côté, Florian est là bien sûr, côté recruteur, peut-être Malvina, à ton avis, qu'est-ce qui est le plus difficile et est-ce que tu as des tips, des astuces à partager effectivement pour qu'on arrive à passer en fait ce cap-là? Et parce qu'effectivement, nous, on le voit dans l'association, on a soit des gens qui n'arrivent pas à obtenir les entretiens parce que trop expérimentés, entre guillemets, hein, c'est-à-dire trop d'années d'expérience dans ce sens-là, ou soit des gens qui, effectivement, avec un beau CV, font les parcours de recrutement, mais ont du mal à être sélectionnés à la fin.
Il y en a pas mal, hein, des préjugés. Moi, j'y suis confrontée très régulièrement quand j'envoie des profils. Et il y a quelqu'un d'ailleurs qui disait fort justement dans le chat que nous, en tant que recruteurs, on doit aussi être là pour aider les profils et pousser les profils et marketer les profils en avant et les aider à se sublimer. Et je suis complètement d'accord avec ça. C'est aussi notre rôle à nous de faire l'interface entre les deux et de les aider. Donc ça, je suis complètement raccord. Maintenant, dans les préjugés qui reviennent assez souvent, effectivement, il y a la rémunération. Ça, c'est un vrai sujet. Ils vont être trop chers. Et ça, en fait, sans même savoir combien demande le candidat, en fait. Oui, et donc, c'est ça. à aborder cet aspect de rémunération dès le premier entretien. Alors, pas au début de l'entretien, on est bien d'accord, mais à la fin de l'entretien, mais de ne pas trop attendre dans le process de recrutement, de désamorcer la chose tout de suite, de connaître sa valeur ajoutée, de savoir combien on vaut sur le marché aujourd'hui et de ne pas se baser forcément sur sa rémunération actuelle ou précédente. C'est pas ça qui compte, c'est pas le discours qu'on doit tenir, c'est combien je vaux sur le marché actuellement, combien on me propose aujourd'hui pour faire tel et tel job, et au regard des responsabilités que vous voulez me confier, voilà, combien je peux demander en fait. Et donc, c'est d'axer le discours sur ses aspirations, sur ses prétentions salariales, plus que sur sa rémunération précédente. Ça, c'est pour l'aspect rémunération, c'est de désamorcer les choses le plus vite possible. Et si je peux me permettre, Malvina, de compléter, c'est vrai que ce stéréotype de la rémunération, parce que je voyais qu'un des participants disait que lui, il avait ce sujet de rémunération par rapport à son poste précédent. On le voit à l'APEC, hein, vous avez fait des analyses statistiques hein, des salaires médians en fait en fonction des catégories d'âge récemment. J'ai trouvé ça très intéressant. En fait, pourquoi c'est un stéréotype? C'est pas que c'est faux, hein, ça peut être vrai pour certaines personnes en fonction des parcours professionnels. Parfois, quand on a eu des très beaux parcours avec beaucoup de progression, on peut avoir un niveau de rémunération qui effectivement va être au-delà de ce que le marché aujourd'hui va pouvoir nous proposer. Mais globalement, statistiquement, de façon générale, c'est assez faux. Hein, puisque si je me souviens bien, il n'y a que 2 cas annuels d'écart entre le salaire médian des plus de 50 ans et des quarantenaires aujourd'hui. Pour les cadres en tout cas, hein, puisque c'était une analyse de l'APEC. Et donc finalement, c'est là, Malvina, ce que tu disais, je te rejoins parfaitement, c'est faux dans la mesure où ils ne savent même pas encore quel salaire va demander la personne, mais qui partent déjà du principe, de toute manière, qu'il va être trop cher parce qu'il a trop d'expérience. Donc effectivement, recontextualiser, comme le dit Leïla très bien dans le chat lors de l'entretien. Et oui, effectivement, peut-être ne pas rester dans combien on gagnait avant, mais adapté effectivement au poste. On avait aussi évoqué un petit peu ensemble le sujet des expériences négatives. C'est vrai qu'on voit parfois quand voilà, on est un petit peu découragé parfois quand on est en recherche d'emploi, parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Hein. Après 50 ans, c'est plus long de retrouver un emploi, ça prend plus de temps. Est-ce qu'on peut aussi aller exploiter en fait des expériences qu'on a eues, hein, de perte de poste, etc. Est-ce que ce sujet, en fait, des expériences négatives, ce fardeau, entre guillemets, on peut le transformer en atout aussi pour revenir à notre sujet du jour de l'expérience? Si quelqu'un souhaite partager là-dessus. Moi, je veux bien. Déjà, une expérience négative, elle n'est jamais négative dans sa globalité. Elle est négative peut-être sur sa finalité, mais on a forcément de même appris des choses, mis des choses en place, travaillé avec des collègues. Enfin voilà, que la finalité soit négative, c'est une chose, mais il ne faut pas tout confondre. L'entièreté de l'expérience ne l'est pas forcément. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que il est important de considérer que c'est lié à une période, à un environnement, à une organisation, et que c'est pas parce que ça s'est mal passé là que ça va se reproduire sur la prochaine, parce que vous allez avoir un nouvel environnement, une nouvelle structure, des nouveaux collègues, et que ça sera différent. Donc déjà, il faut bien s'ancrer ça dans la tête, c'est qu'une expérience négative est figée à un instant T, à une période donnée. Après, quand on en parle avec les recruteurs, effectivement, on ne va pas dire j'ai fait un burn-out ou ça s'est très mal passé ou je ne m'entendais pas du tout avec mon chef. C'est un peu compliqué. Il y a une manière de présenter l'information. Ça ne veut pas dire qu'on est dans le monde des bisounours et qu'on doit tout présenter de manière ultra positive. Mais par contre, moi, c'est ce que j'appelle la méthode sandwich, c'est de donner un élément positif, un élément négatif, un élément positif. C'est-à-dire d'encadrer le négatif par 2 éléments positifs. Et encore une fois, il y a forcément des choses qu'on peut retenir de son expérience qui ne sont pas si négatives que ça. Oui, bien sûr, bien sûr.
Sébastien, j'ai envie de te demander, toi, en fait, quand tu as travaillé sur la formulation de ton parcours, qu'est-ce qui était, enfin, voilà, pour toi, c'est quoi la pépite, en fait, de l'expérience? Qu'est-ce qui peut faire la différence, en fait, positive? Et qu'est-ce qui, pour toi, a été, en fait, a été vraiment la pépite? La pépite, effectivement, bah, c'est l'expérience et surtout, c'était transposable dans l'entreprise dans laquelle je suis parce que une partie des choses qui m'étaient demandées, bah, je les avais déjà réalisées. Donc, c'est pas la même échelle du tout parce que je suis passé de 2000 mètres carrés d'entrepôt à 20 000 mètres carrés. Donc, voilà, il faut structurer, il faut voir différemment. Mais globalement, c'est comme ça que le recrutement a pu se faire. Et puis, d'autre part, euh, j'ai travaillé aussi sur la posture parce que ben, je suis venu très ouvert et très curieux de cet environnement, même si je le connaissais un petit peu de par mon expérience précédente. Et j'ai posé des questions et au fur et à mesure des questions, bah, quelque part, j'apportais aussi des réponses sur ce que je pourrais apporter à l'entreprise. Voilà, et comment je voyais les choses. Et après, voilà, enfin, l'important, c'est vraiment de rester ouvert. Mais enfin, je te rejoins, Frédéric, le plus dur pour nous à expérimenter, c'est de passer déjà, d'avoir des entretiens. Le deuxième, c'est d'arriver assez ouvert sur ces entretiens et d'écouter pour pouvoir répondre et pas balancer, enfin, balancer l'expérience comme si Mmh. c'était le sésame alors que c'est pas forcément le cas. Mmh. Et, autre chose, bon, voilà, il faut travailler effectivement sur sa posture parce que peu importe l'expérience qu'on a, on redémarre quelque part presque à nouveau dans une autre entreprise avec d'autres collègues, avec d'autres environnements, d'autres codes. Et effectivement, Malvina, je te rejoins. On ne peut pas rester bloqué sur ce qu'on a connu avant. C'est forcément différent. Bon, moi, j'ai eu la chance d'avoir 4 expériences différentes professionnelles. Donc, c'est ce qui m'aide aussi aujourd'hui à rebondir et à m'adapter. Mais c'est vrai que c'est pas tous les jours facile, surtout quand on a été ancien chef d'entreprise. J'avoue que c'est ce travail sur moi-même qui est important. Voilà. Mhm. D'accord. Alors, bah, ça nous fait parfaitement le lien avec la troisième étape de notre exploration, hein, qui consiste à partager, à voir comment en fait on va vraiment partager cette richesse avec le monde professionnel. Ça veut dire comment en fait on va se mettre, on va à utiliser les bons canaux, comment on va adopter la bonne posture, comment on va assumer cette identité professionnelle, hein, dont on parlait, cette valeur spécifique. Comment peut-être aussi on va pouvoir offrir aux recruteurs une expérience recruteur, hein, c'est la mode de parler des expériences utilisateurs, expérience client, expérience salarié. Eh bien, est-ce qu'on peut offrir une expérience recruteur inoubliable quand on est en entretien d'embauche, avec aussi peut-être le sujet que Sophie évoque encore là dans le chat en disant bah, déjà il faut arriver à l'étape du recrutement. Donc en gros, comment on va faire pour valoriser en fait ces pépites de l'expérience. Est-ce que vous avez d'autres conseils, Malvina, Alexandrine, que ce soit sur les postures pour pouvoir assumer, incarner un petit peu son parcours, pour cultiver la confiance en soi aussi dont on a besoin quand, encore une fois, on le disait tout à l'heure, c'est long de rechercher un job quand on est senior. On peut perdre un petit peu cette confiance et donc moins incarner en fait ce qu'on a envie d'incarner. Donc, comment on peut travailler là-dessus? Quels conseils pour les entretiens également et comment on peut peut-être aussi favoriser des candidatures ou des accès aux entretiens avec le réseau, etc. Je ne sais pas. Voilà, quelles seraient vos pépites à vous, en fait, en tout cas, vos recommandations, vos conseils d'experts, en fait, pour nos invités. On l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, mais de se faire accompagner, de ne pas rester tout seul, isolé. Oui. Ça, c'est important. De partager aussi son expérience entre pairs. Voilà, nous, on invite régulièrement, effectivement, des cadres qu'on accompagne à se réunir aussi dans nos locaux pour voilà, faire ensemble. Et puis, ça permet aussi toujours ce pas de côté, ce regard extérieur. L'accompagnement, ça peut aussi passer par voilà, des ateliers ou autres pour justement travailler sur sa posture, sur son discours, sur l'exercice aussi de l'entretien.
Mais voilà, vraiment de capitaliser aussi sur les retours des uns et des autres. Et puis, tu l'évoquais tout à l'heure, Frédéric, avec le réseau. Donc, bien évidemment, c'est d'utiliser son réseau. Mais quand on travaille aussi avec d'autres personnes, quand on échange avec, entre pairs, c'est aussi de bénéficier du réseau de ses pairs, puisqu'il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui pourrait connaître quelqu'un. Enfin, voilà. Et ça peut permettre effectivement de rencontrer aussi directement les recruteurs. Nous, on conseille aussi beaucoup de réaliser des entretiens conseils, voilà, d'échanger avec des professionnels du secteur, notamment via LinkedIn ou autre, mais voilà, pour avoir un point d'entrée dans une entreprise ou sur une fonction, pour en savoir plus sur la culture de l'entreprise, sur les opportunités qu'il pourrait y avoir. Et finalement, ce qui peut parfois éviter de passer par l'étape réponse à annonce, où effectivement, c'est des fois plus compliqué de faire la différence quand le recruteur ou la recruteuse a 100 CV à analyser, pourquoi le nôtre sortirait du lot. Mais parfois, effectivement, de passer par des chemins de travers peut permettre de rentrer aussi en contact direct avec les recruteurs, recruteuses ou managers aussi directement, qui ont aussi un grand rôle à jouer dans le recrutement. Et tout à l'heure, on parlait aussi des stéréotypes. Le sujet n'est pas que du côté des recruteurs et des recruteuses, mais aussi des managers et manageuses. Enfin, c'est vraiment un tout. Bien sûr, bien sûr. Malvina? Alors, il y a beaucoup de choses intéressantes qui ont été dites au préalable, notamment par Sébastien tout à l'heure, quand il parlait de l'identification de ses axes différenciants, de sa valeur ajoutée, et qui disait parfois, on a l'impression que c'est évident pour nous et pas pour les autres. Et ça, c'est hyper important, parce que moi, c'est ce que j'appelle les angles morts. Parfois, il y a des choses qu'on fait très naturellement, où on est hyper bon, mais on ne s'en rend même pas compte parce que pour nous, c'est naturel. Et il ne faut pas hésiter, du coup, à se servir des entretiens individuels qu'on a pu avoir ou interroger les collaborateurs avec lesquels on a pu travailler sur des projets pour avoir des retours, des feedbacks de leur part. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a quelque chose qui parfois peut être amélioré dans le discours des profils dits seniors, c'est que parfois, je vais vous donner un exemple très concret, on peut leur poser une question en préambule d'entretien de préqualification. Par exemple, quelles sont vos expertises globales sur l'ensemble de vos expériences ? Et là, la personne va partir dans un monologue de 15-20 minutes sur l'entièreté de son parcours, sur les actions, sur les projets, sur les missions, sur les clients, sur pourquoi il a changé de poste. Parfois, il va inclure des données personnelles que je ne lui ai pas demandées. Or, ce n'est pas le sens de ma question. Et c'est ce que disait Sébastien tout à l'heure, l'écoute active est hyper importante quand on est en échange avec un recruteur ou un employeur. C'est quel est le sens de la question, quel est l'objectif de la personne quand elle me demande cette question. Et de ne pas partir dans son déroulé qu'on avait prévu et appris par cœur parce que c'est contre-productif, parce que trop d'informations tue l'information et qu'à la fin, on perd le fil conducteur. Ça, c'est le premier point. Et faire attention d'axer le discours en plus sur les enjeux actuels et futurs de la société en question plutôt que sur le passé. Le passé, c'est votre socle, c'est les fondements, c'est ce que vous avez fait, c'est la base de ce que vous savez faire et de ce que vous avez appris. Mais ce qui compte pour le recruteur, c'est ce que vous allez faire pour lui aujourd'hui et demain. C'est vraiment ça l'essentiel, en fait, qui compte. Il y a quelqu'un dans le chat aussi qui parlait des pas de côté, c'est Hervé, je crois. Les pas de côté sont aussi intéressants à envisager. J'entends par là parfois des contrats peut-être un peu plus courts, des CDD, de l'intérim, du management de transition. Pourquoi ? Parce que c'est des périodes transitoires qui vous permettent peut-être à terme de mieux rebondir sur votre objectif final. Donc ça, il faut aussi l'envisager. Et le dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est votre marque personnelle. Votre marque personnelle, elle passe notamment par votre présence en ligne, votre présence numérique et notamment par LinkedIn, qui est quand même le levier numéro 1 aujourd'hui. Et parfois qui est souvent négligé par certains profils. Soit ils n'ont pas du tout de profil, soit il est vide, soit il n'est pas optimal. Et ça, faut vraiment le prendre en compte parce que c'est ce qui va donner l'attrait aux recruteurs de vous contacter, de prendre attache avec vous pour échanger sur un entretien, éventuellement sur un poste, sur une opportunité. Il ne faut pas oublier que votre présence sur LinkedIn, c'est non seulement votre vitrine, c'est votre carte de visite professionnelle, mais c'est votre média surtout. C'est comme ça que vous allez véhiculer un maximum d'informations complémentaires à votre CV. Si c'est pour dire la même chose que sur votre CV, ça n'a pas grand intérêt. Il faut apporter de la valeur additionnelle et significative à ce que vous dites sur le CV. Et ça passe par votre ADN, par votre mode de fonctionnement, par votre personnalité, par votre vision, par votre approche, par vos méthodes. Ça passe par tout ça. Et pour moi, ça, c'est primordial. C'est là où vous aurez une approche win-win avec l'employeur. Et effectivement, là, Anne-Karine disait, est-ce que sur LinkedIn, on doit poster des contenus régulièrement ?
Il est certain qu'aujourd'hui, développer une image personnelle en fait sur LinkedIn, c'est précieux. Et en fait, on peut démarrer tout à fait, j'allais dire, en commentant les posts des autres, en allant se connecter avec dans votre secteur d'activité, avec des experts, avec des RH de votre secteur d'activité, et progressivement, effectivement, commencer, pourquoi pas, à publier sur des sujets d'expertise, puisque ça va permettre d'augmenter votre visibilité. Et c'est vrai que si on se met à la place du recruteur ou même du manager qui a quelques stéréotypes, s'il vient voir et il va le faire, il va aller voir votre profil sur LinkedIn, mais s'il voit que c'est dynamique, que c'est actif, que vous passez des messages très intéressants, très pertinents, eh bien forcément, les préjugés liés à l'âge, disant que nous sommes, nous, pauvres seniors, déconnectés et pas capables, etc., eh bien, ça va se réduire. Hein. Donc, effectivement, je pense qu'il ne faut pas hésiter à utiliser, effectivement, LinkedIn vraiment comme un outil d'échange, de partage avec les professionnels de vos secteurs d'activité. Hein. Et c'est un bon moyen de prise de contact aussi. Oui, ouais, tout à fait aussi. Bah oui, n'oublions pas qu'il y a quand même un grand nombre finalement de postes qui sont pourvus au marché un petit peu caché, comme on dit, hein, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément sur les annonces et auxquels on répond effectivement par CV classique. Donc il y a aussi cette approche-là. D'autant plus sur les postes expérimentés, d'ailleurs. Juste encore petite plus présent. question, là, je vais en profiter pour tous ceux qui nous écoutent. Toi, Malvina, qu'est-ce que tu penses du Open to Work? On le met ou on le met pas? Alors, moi, je pense qu'il faut tester. Ça, c'est propre à chacun. Il y a deux écoles dessus, forcément. Moi, je suis plutôt très positive sur le Open to Work dans le sens où je considère que ça me donne un indicateur comme quoi que la personne est à l'écoute du marché, que je peux la contacter, qu'elle est d'accord pour être contactée. Donc, je ne fais pas partie de ces gens qui sont contre le Open to Work. Et je pense qu'en France, on a tendance à voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein et à voir les choses par la négative. Or, moi, je trouve que c'est un bon outil. Est-ce qu'il aurait fallu l'appeler Open to Work ou autrement? Ça, c'est encore un autre débat. Mais je trouve que c'est un bon indicateur pour le recruteur. Et dans les filtres de recherche, effectivement, nous, on peut trier par Open to Work. Donc, et ces profils-là ressortent en fait en priorité. Donc, c'est pas forcément le badge, c'est l'encadré en fait qui est associé avec les typologies de postes que vous recherchez. Où vous indiquez, voilà, je recherche tel type de poste et vous rentrez tous les synonymes de postes que vous recherchez et ensuite vous pouvez l'associer au badge. Mais effectivement, pour moi, c'est plutôt positif. Après, il faut faire des tests, il faut l'afficher, voir ce que ça donne et l'enlever à un moment donné si on voit qu'on n'a pas de résultat et voir dans quel cas on est le plus approché. Très intéressant. Sébastien, dis-nous, toi, qu'est-ce que tu aurais aimé peut-être savoir plus tôt pour bien mettre en valeur ton expérience? Tu vois, est-ce qu'il y a des conseils que tu pourrais donner pour faire gagner du temps à certains de nos participants? Surtout, déjà, le CV, effectivement, il a beaucoup évolué. Pour ceux qui ont cherché un job il y a longtemps, c'est plus du tout le même. Les ATS, c'est effectivement une chose importante à savoir, à connaître. Adapter le CV, effectivement, avec les mots-clés qui vont bien. Bon, c'est de la com, mais pour que ça matche et qu'on passe au moins le premier filtre. Par contre, ça nécessite, et ça, on ne le dit pas assez, mais ça nécessite beaucoup de travail, beaucoup d'investissement personnel, beaucoup de volume d'envoi. Et c'est, à mon sens, malheureusement, je crains un peu contre-productif parce que les seniors, ils en voient un peu partout. Et à un moment donné, on n'est pas recruté, on n'est pas recontacté parce que on ne matche pas et il ne faut pas se formaliser. C'est pas contre soi personnellement sur sa valeur, c'est juste qu'on ne correspond pas aux attentes du recruteur ou de l'entreprise. Mais c'est vrai qu'il y a un gros travail à faire et moi j'ai fait ce gros travail accompagné. Et encore une fois, je remercie 60 000 rebonds parce que, étant ancien chef d'entreprise, on a en plus d'autres stéréotypes négatifs qui sont associés. Voilà. Donc, je remercie aussi l'APEC parce que j'ai fait quelques séminaires avec l'APEC sur Bordeaux, justement pour retravailler le réseau, revoir du monde, sortir de la posture chef d'entreprise aussi, qui est parfois un peu lourde. Je radote, mais c'est important de le dire, parce qu'on n'est pas des cadres comme les autres. Hein. Voilà. Et après, parler de son projet. C'est peu importe à qui, mais en parler. Voir du monde, en parler. Un peu comme le projet de reprise d'entreprise, en parler, peu importe.
à un moment donné, il y a quelque chose qui va faire tilt et qui va se passer. Sauf que si on reste dans son coin à attendre que ça se passe, forcément, il ne se passera rien. Il y a deux axes hyper importants dans ce que vous dites tous les deux, Sébastien et Frédéric. Là, à l'instant, c'est l'omnicanalité. Il ne faut pas se contenter juste de postuler à des annonces, il faut aller à des events, participer à des webinaires, aller chercher des offres cachées, rencontrer des gens, rentrer en connexion avec des gens sur LinkedIn, etc. Donc ça, c'est l'approche omnicanale et la proactivité qui est liée à ça, en fait. Tout Et à sortir de fait. l'isolement, c'est vraiment important Ouais, pour ouais. rester positif et s'entraider. Rejoignez la communauté Senior for Good d'ailleurs. Ça peut être un des éléments qui permet de ne pas rester seul. Deux points peut-être qui étaient dans le chat. Un sujet sur ChatGPT qui peut aider effectivement à optimiser des candidatures, des CV et une personne rappelait que Senior for Good avait proposé des prompts il y a quelques mois maintenant sur la page LinkedIn de Senior for Good. Donc, n'hésitez pas à y retourner. C'est Florian qui est là aujourd'hui parmi nous, qui a travaillé ces prompts. Et je crois, Malvina, d'ailleurs, que tu y avais participé, si je me souviens bien. Et effectivement, ces prompts étaient vraiment faits pour vous aider à optimiser la présentation de vos candidatures. Et il y avait un deuxième petit sujet qui était présent, qui sort un petit peu de notre sujet de l'expérience aujourd'hui, mais que je trouve intéressant aussi, qui est finalement les autres formes d'emploi. Aussi, le management de transition, j'ai vu, a été évoqué plusieurs fois. Petit bémol sur le management de transition, enfin deux petits bémols. Le premier, c'est que ça ne convient pas à tous les métiers. Voilà, c'est très présent sur certains métiers, direction générale, direction financière, direction commerciale, un petit peu moins sur d'autres. Il faut savoir quand même qu'il y a beaucoup de managers de transition et finalement pas tant de missions que ça. Mais effectivement, en revanche, quand on obtient des missions, dans quasiment la moitié des cas, c'est suivi d'une embauche. En réalité, sur des missions, pour tout vous dire, moi j'ai réalisé 2 missions de transition depuis 2 ans et les 2 fois on m'a proposé le poste à la fin. Donc comme quoi effectivement ça existe et parce que forcément on écrase les stéréotypes par l'action, puisque on démontre sur le terrain en fait la capacité à faire. Oui, Florian propose de rediffuser les prompts. Oui, ce serait bien, on va le refaire. Ouais, tout à fait. Formidable, il est déjà 12h27, oh là là que ça passe vite. Donc vous avez, j'espère que vous avez eu quelques pépites en fait dans cette exploration. Vous avez vu que ce webinaire était vraiment aussi un appel à l'action, parce que c'est aussi notre rôle, on va dire, militant. On veut que chacun puisse se réapproprier son parcours avec ce nouveau regard et pour cela, vous l'avez compris, il faut se préparer, utiliser les outils, travailler la proposition de valeur. Moi, j'ai envie de retenir un petit peu de tout ce que nous ont dit Malvina, Alexandrine et Sébastien déjà, se faire accompagner, la différenciation. J'avais quand même une question au début, quelqu'un qui demandait si les recruteurs avaient le droit de demander l'âge. Non, en fait. Voilà, Malvina, non. Rappelons que l'agisme est une discrimination légale qui est sanctionnée. Donc, il ne faut pas hésiter d'ailleurs à faire appel à la défenseur des droits parce que c'est une discrimination pour laquelle il y a très, très peu de réclamations parce que les seniors ont tellement intégré les croyances limitantes et les prophéties autoréalisatrices qu'on nous impose qu'on ne pense même pas à porter plainte, entre guillemets, ou en tout cas à porter réclamation. Donc moi, vraiment, je vous recommande, si vous êtes face à une vraie discrimination, de faire appel à la défenseur des droits. Elle est là pour ça et c'est un sujet qu'elle a pris en charge également. J'avais un petit peu tout à l'heure, Frédéric, oui, dans le chat, il y avait aussi des questions par rapport à la rémunération et est-ce qu'une entreprise a le droit de demander combien on gagnait avant. Oui. Et normalement, effectivement, la directive européenne sur la transparence des salaires devrait faire bouger les lignes sur ce sujet-là et ça devrait effectivement devenir une question interdite et plutôt effectivement de s'orienter vers quelles sont vos prétentions salariales, quel niveau de rémunération vous avez envie d'avoir demain, mais ne pas effectivement s'arrêter à combien vous gagnez hier. Ouais, ça c'est super important aussi, effectivement. Moi, j'ai un peu envie de dire qu'en réalité, l'expérience, elle ne prend pas de ride,
puisqu'elle a de la valeur, mais à condition qu'on arrive effectivement à la mettre en lumière. Et puis la question que j'avais envie de poser à la fin, c'est quand même de se demander finalement si la compétence qui reste à acquérir, ce ne serait pas plutôt à l'entreprise d'acquérir une compétence qui est celle de savoir embaucher les seniors et de savoir reconnaître enfin la valeur de l'expérience. C'est quand même, là, en tout cas, on peut se poser la question. Alors en tout cas déjà, parce que je vois que certains commencent à partir, mais restez encore avec nous si vous avez quelques minutes, on va regarder quand même quelques-unes de vos questions encore. N'hésitez pas à nous suivre sur la page LinkedIn, adhérez à Senior for Good si vous ne l'avez pas encore fait pour nous soutenir. Vous avez les QR codes qui apparaissent sur votre écran. Rendez-vous pour un prochain webinaire thématique à la rentrée. J'ai noté des idées en fait dans le chat de sujets que nous allons pouvoir aborder. Je pense notamment à l'accompagnement sur LinkedIn. Je voulais remercier déjà de tout cœur nos experts pour toute cette valeur apportée. Parce que c'est vraiment, voilà, on a eu vraiment des tips très, très, très concrets. Donc, j'espère que ça va vous être utile. Et puis peut-être, si nos experts ont encore quelques minutes, est-ce qu'il y a quelques questions auxquelles on n'a pas répondu dans le chat? Je regarde un petit peu, je remonte et qu'on pourrait traiter quand même ensemble. Il y a pas mal, merci beaucoup à vous tous aussi, participants, parce que vous avez beaucoup échangé, contribué pendant le webinaire et donc il y a plein de conseils qui ont été donnés entre vous. Donc ça, c'est formidable, formidable également. Qu'est-ce que j'ai comme question? Je cherche. Pouvez-vous parler? Alors, attendez, ça défile. N'hésitez pas, Malvina, Alexandrine, Sébastien, si vous voyez dans le chat des sujets. Il y avait aussi une question. À quand la transparence des salaires dans les offres? Effectivement, ça, c'est quelque chose qu'on met beaucoup en avant, en tout cas à l'APEC, et toutes les études montrent qu'effectivement, il y a plus de candidatures quand le niveau de rémunération est affiché. Et idem, la directive européenne devrait effectivement encore plus inciter les entreprises à rendre visible le niveau de rémunération sur les postes. En 2026. Donc, on peut dire peut-être qu'entre les initiatives du ministère du Travail, les entreprises qui commencent un peu à se poser la question de la transition démographique, il était temps, toutes les initiatives citoyennes comme les nôtres, les choses commencent à bouger, pas assez vite, mais on ne lâche rien. Et j'avais un peu envie de terminer par le commentaire de Benoît qui dit « J'ai 56 ans, j'ai un entretien d'embauche avec un PDG demain matin qui m'a dit que j'étais jeune, il a 81 ans. » Et effectivement, moi, ça me rappelle toujours aussi mon expérience personnelle. Quand j'étais directrice générale de la Ligue contre le cancer, j'ai été recrutée par le professeur Axel Kahn. Et à l'époque, j'avais 54 ans et je me disais que j'aurais jamais ce poste, en fait, à cause de mon âge. Et Axel m'a reçue en me disant « Oh, Frédéric, formidable, enfin une petite jeune. » Et voilà. Et pendant des mois, on a travaillé ensemble. Il m'a appelée la petite jeune. Voilà. Comme quoi, l'âge, ce n'est qu'un chiffre et c'est totalement relatif. Et ça ne devrait pas être un sujet. On espère que dans le plus vite possible, ça n'en sera plus un. Est-ce que peut-être un petit mot de la fin de la part de nos experts? Est-ce qu'il y a un mot que vous avez envie de partager ou un conseil pour terminer notre stream? Moi, Pardon, vas-y. Non, je t'en prie. Je t'en prie, Malvina. Ok, moi, juste deux axes par rapport à tout ce qu'on s'est dit. Un dernier conseil pour les profils expérimentés, pensez contextualisation, personnalisation et projection. Ça finit en sion pour le moyen mémotechnique. Et effectivement, je te rejoins, Frédéric, les seniors doivent se positionner sur les enjeux actuels et futurs. Les entreprises doivent apprendre à recruter des seniors, se former et lever leurs préjugés autant que possible parce que c'est plus possible. Et nous, en tant que recruteurs, on doit jouer un rôle pédagogique et d'accompagnement et d'influence même, j'ai envie de dire, auprès des sociétés. Alexandrine, peut-être un mot? Oui, alors moi, ça va être effectivement, et Sébastien l'a aussi dit, mais c'est d'être accompagné, sortir de l'isolement, ne pas rester seul dans cette démarche-là. Ça, c'est quelque chose d'important et peut-être plus en lien avec l'actualité. Je ne peux qu'inciter tous les participants et participantes à lire le guide qui a été publié là tout récemment, une initiative du ministère du Travail auquel l'APEC a participé sur effectivement comment inciter les entreprises à s'engager pendant l'emploi des 50 ans et plus.
Et dedans, on y retrace effectivement certaines aides à destination des entreprises. Il y avait pas mal de questions sur ce sujet-là. Et c'est vrai que même si ce guide est plutôt à l'attention des entreprises, je trouve qu'en tant que candidat et candidate, c'est très intéressant de les avoir aussi à l'esprit parce que ça peut être des très bons arguments à mettre en avant lors des entretiens. Donc, je vais vous mettre le lien, si vous voulez, dans le chat pour aller le télécharger. Je tiens d'ailleurs à préciser, Alexandrine, que bon, malheureusement, Senior for Good n'est pas cité au final dans le guide par les entreprises s'engagent qui s'en sont chargées, mais nous avons participé très concrètement. Nous avons beaucoup échangé avec les rédacteurs du guide également pour essayer de faire passer quelques-unes de nos convictions. Voilà, juste Frédéric, je vais te remplacer un peu pour valoriser Senior for Good, étant bénévole et adhérent. Donc, plus on sera nombreux, plus notre voix pourra porter. Donc, je peux que vous conseiller d'adhérer. C'est pas cher en plus. Hein, on va faire un peu plus pour nous. Et soyez présents sur les réseaux. Plus on verra les seniors, plus on s'habituera à nous et plus ce sera normal. Voilà. Et je vous souhaite une bonne journée à tous. Et franchement, merci bravo beaucoup à vous et bravo à l'énergie que déploient les profils seniors pour trouver leur prochaine étape. Exactement. Et on peut ouvrir pour terminer sur la question d'Annie qui dit on pratique tous l'intergénérationnel en privé, pourquoi pas le faire dans le monde pro? Eh bien, écoutez Annie, moi c'est mon sujet de cœur, c'est ce que je porte aujourd'hui dans les entreprises, côté activité professionnelle. Et ça commence à bouger, les entreprises commencent à comprendre qu'entre les plus jeunes et les plus seniors, eh bien, il y a des choses absolument extraordinaires qui se passent et que les 4 générations, voire bientôt 5 générations dans l'entreprise vont devoir travailler ensemble en harmonie. Et moi, je mets beaucoup, beaucoup d'espoir en fait sur cette approche par l'intergénérationnel, justement pour redonner aussi une juste place à nous les seniors. Moi, j'ai pas peur du mot. Je sais que Sébastien et certains d'entre vous n'aiment pas le mot. Moi, je dis toujours que le problème, c'est pas le mot, c'est ce qu'on met derrière. La seniorité, c'est l'expérience. Et donc, c'est normalement extrêmement positif. Merci à tous. Eh bien, nous allons, il faut bien terminer à un moment. On va donc terminer ce premier webinaire. Merci à tous nos intervenants. Merci à tous les participants. Merci pour vos contributions, vos participations dans le chat. C'était super. Et puis donc, on vous dit à très bientôt. Et merci. je termine le stream. Merci beaucoup. Vive les seniors, oui Sophie, tout à fait.